Binge Audio, fabricant de podcasts depuis 2015. Chers auditorices, vous qui écoutez, salut. Dans Les couilles sur la table, ces dernières années, on a énormément parlé de violence, puisque c'est l'une des questions qui m'obsède. Pourquoi tant de violence ? Et pourquoi tant de violence masculine ? Plus de 5 ans après le début de la vague MeToo, nous sommes collectivement en train d'ouvrir les yeux et les oreilles. Il est incontestable que nous sommes absolument toutes et tous concernés par les violences sexistes et sexuelles. Qu'on en soit victime, témoin, auteur ou complice, soit directement, soit comme proche. Et face à toutes ces violences, nous avons collectivement et individuellement besoin de justice, de compréhension et de réparation. Il est aussi maintenant évident que les réponses apportées par les institutions policières et judiciaires ne sont pas à la hauteur, pour plein de raisons. Alors, que faire ? Explicitement ou indirectement, cette question nous percute. Chacun, chacune, nous sommes, je le crois, traversés par des tensions vertigineuses. Par exemple, que faire avec ses proches lorsqu'ils sont accusés ? Les soutenir ou rompre les liens ? Est-ce qu'il faut remplir les prisons ou les fermer ? Ceux qui ont bousillé nos vies, que faudrait-il en faire ? Fomenter des plans de vengeance ou essayer de les comprendre ? Parler avec les violeurs ou les exclure à jamais ? Nier ou reconnaître, finalement, ce qu'on a fait ? Pourquoi la justice a les yeux bandés ? Qui juge ? Comment pardonner ? Comment être juste ? Comment avancer ? Comment juger ? Que faire ? Rêver d'expéditions punitives ou méditer sur la non-violence ? Se battre ou pardonner ? Punir ou réparer ? Bref, comment nous faire justice ? Une fois par mois, je vous propose donc d'écouter une discussion avec celles et ceux qui ont longuement travaillé ces questions. Des juges, journalistes, psy, philosophes et autres personnes expertes. Elles sont toujours enregistrées en public parce que je trouve que le sujet s'y prête et qu'on peut discuter ensuite. Nous faire justice. Premier épisode. La première rencontre que vous allez écouter a eu lieu à la fin des premières assises nationales contre les violences sexistes et sexuelles à Nantes, fin novembre 2022. C'était un événement impressionnant et utile qui a rassemblé nombre d'ateliers, de conférences et de discussions, à la fois pour les professionnels et le grand public, et ce à l'initiative, entre autres, de la maire de Nantes. C'était, je crois, une première en France, et j'espère qu'il arrivera de nouveau. Le cycle Nous faire justice commence avec la journaliste, essayiste et activiste Lorraine Bastide. D'abord parce que Lorraine Bastide consacre une partie de son dernier essai, Futur, aux questions de justice, notamment dans un chapitre dont le titre formule un vœu, un programme magnifique. Nous serons réparés. Ensuite, parce qu'elle a, dans son podcast La Poudre, consacré tout un cycle de réflexion à MeToo, en 8 épisodes où elle a reçu et écouté 10 lanceuses d'alerte sur les violences sexuelles. Et enfin, parce qu'elle a été à plusieurs titres directement concernée par ces violences, et qu'elle en tire des réflexions d'une lucidité et d'une force que je trouve salutaire. Je précise que Lorraine Bastide et moi sommes camarades et amis, de ces amis avec qui on peut aussi ne pas être d'accord, tout en se soutenant et en s'écoutant toujours. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Salut Lorraine Bastide. Salut Victoire Toyon. Commençons par le côté des victimes d'abord, puisque c'est de ce côté-là que nous nous plaçons toutes les deux comme féministes, avec tant d'autres penseuses et militantes féministes. D'abord, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire quel est le sentiment qui prédomine pour toi quand tu penses à tous ces récits de victimes que tu as écoutés, quand tu penses à ce qu'est MeToo ? MeToo, c'est difficile. MeToo, c'est violent. MeToo, c'est dur. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses ici à peut-être avoir ressenti ce que j'ai pu ressentir tout à l'heure en assistant à des conversations, des petites accélérations cardiaques un peu bizarres, des petits malaises, des petites nausées. Quand on parle de violence, notamment de violence sexuelle, on parle de traumatisme.
On parle de choses qu'on finalement on est très peu nombreux à pas avoir vécues dans nos vies, voire dans nos enfances. Et donc ce sont des sujets qui sont par définition évités dans la société. Et je pense que MeToo, ça a été d'abord, en tout cas pour moi et à mon avis pour beaucoup d'autres personnes, la prise de conscience en fait de toutes ces zones de silence qui existaient à l'intérieur de moi, de tous ces actes sexuels que j'avais pas forcément cherché à catégoriser comme consentis ou non consentis dans ma vie. Et puis d'un seul coup, un événement médiatique surgit qui m'oblige à faire ce tri, à me rendre compte que c'est pas joli à voir. Et donc je pense que ça m'a d'abord sidérée, moi, MeToo. Et que j'ai vu, j'ai lu beaucoup de témoignages, déjà parce que voilà, je suis une citoyenne, je consomme les médias et je pense que tout le monde en a vu ou en a lu, enfin pas tout le monde apparemment, il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de MeToo en France, on dirait, mais aussi en tant que journaliste, en tant que féministe, avant de pouvoir moi-même faire un regard rétrospectif. Donc voilà, je dirais que le premier sentiment c'est ça, ce sentiment de sidération et puis ce mal-être en fait qui est instantanément réveillé quand on parle de violence sexuelle. Et dans ton livre, tu racontes ça, à quel point ça a été difficile à écrire, ce malheur-là. Et puis tu as aussi cette formule où tu dis MeToo m'épuise. Ouais. Parce que tu as lu, tu as entendu ces témoignages, tu as organisé tout un volet de ton podcast, La Poudre, pour une série d'entretiens avec les lanceuses d'alerte qui ont dit moi aussi. Est-ce qu'au bout de toutes ces paroles entendues, tu peux dire si le fait d'avoir parlé, d'avoir témoigné comme elles l'ont fait, donc dans tes invités, il y avait par exemple Pauline Ekambi, il y avait Vanessa Springora, Sandrine Rousseau, Flavie Flament, Christine Angot, Chanel Miller. Est-ce qu'au bout de toutes ces paroles entendues, tu peux dire si témoigner c'est plutôt un soulagement ou alors est-ce que c'est un sacrifice ? Moi, je le vois comme un sacrifice. Alors, je dis MeToo m'épuise dans le livre en particulier pour une raison, c'est cette façon dont on a de toujours et encore faire raconter leur viol aux personnes victimes. Enfin, moi, je suis très critique des médias. J'ai lancé La Poudre par profond énervement vis-à-vis des grands médias qui non seulement n'invitent pas les femmes, mais quand elles les invitent, leur coupent la parole systématiquement. Et je trouve que sur MeToo, évidemment, il y a des journalistes incroyables. Marine Turki était là hier, Marine Turki, quoi. Mais à part quelques exceptions, vraiment, la façon dont MeToo a été traité dans les médias, c'est une catastrophe, en fait. Il y a une forme, je trouve, de sensationnalisme à beaucoup d'endroits. Et surtout, voilà, moi, ce qui me choque, c'est cette façon dont on a de toujours commencer une interview avec une lanceuse d'alerte en disant « Alors, racontez-nous ce qui s'est passé. Mec, elle a écrit un bouquin. Elle en a parlé à la police. Elle est dans une procédure judiciaire. Elle t'a pas besoin, en fait, de ce récit-là. Il y a tellement d'autres questions à poser autour. Et c'est pour ça que j'ai créé ce cycle, moi aussi après, avec des lanceuses d'alerte qui avaient parlé 1 an, 2 ans, 3 ans auparavant, pour voir finalement ce qu'il en restait. Et aucune d'entre elles, je pense, ne m'a dit quelque chose du genre « Ah, j'ai tellement bien fait, ça va grave mieux ». Pas une. C'est une lessiveuse. Elles sont rentrées dans le programme essorage final de la machine à laver en faisant ça, quoi. Parce qu'évidemment, la première réaction de la société quand une femme raconte avoir été victime de violence ou une personne, c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? C'est pour ça qu'on fait raconter en boucle. Et c'est pour ça qu'on va jamais au bout, en fait, de l'analyse de ce qui s'est réellement produit et de tout le système qu'il y a derrière. Donc il y a évidemment la remise en question de leurs paroles, le traitement médiatique sensationnaliste dégueulasse, évidemment le cyberharcèlement qui va toujours avec quand on porte des idées féministes dans l'espace public. Et je crois que ces lanceuses d'alerte, moi je tiens à les appeler comme ça parce qu'elles ont vraiment eu cette fonction socialement. Elles sont allées en première ligne dans l'espoir profond, réel que les choses changent. Et malheureusement, j'ai l'impression que les choses n'ont pas changé à la hauteur de leur sacrifice. Tu as même cette formule dans le livre où tu dis que les jours pessimistes, tu as la vague impression qu'en fait, tous ces sacrifices de notre santé mentale, tout ce temps, cette énergie, etc., le résultat, c'est peut-être que les mecs ont un peu plus peur et peut-être les jeunes baisent un peu mieux. Voilà. Ouais, c'est comme ça que je résume les choses. C'est pas rien, hein, mais c'est pas la révolution anthropologique qu'on attendait, je crois. Bon, à la fois, ça fait 5 ans, c'est beaucoup, et puis c'est pas beaucoup. Alors, je crois que tu peux aussi avoir des jours optimistes, il me semble, face à ça, quand on remet dans une perspective historique ce qui est en train de se passer. Ça fait que 5 ans. Ouais.
À la fois, ce que tu pointes là, c'est-à-dire la lenteur de la prise en compte médiatique et puis le fait qu'on re-questionne encore et encore la parole des femmes, ça empêche aussi d'aller plus loin, d'aller se poser des questions qui sont elles aussi importantes. Par exemple, tu dis, on est obligé, par exemple, de dire qu'il faut croire les victimes tout le temps, parce qu'en fait, la parole est tellement remise en question qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Donc, on n'arrive pas à dire, par exemple, qu'il faut peut-être pas croire tout le temps ce qu'on dit. Est-ce que tu veux élaborer sur ça ? Alors, c'est simple. Tous les hommes célèbres, on va dire d'ailleurs, les seuls qui étaient véritablement médiatisés, qui ont été visés par des accusatrices pour viol, agression sexuelle ou harcèlement, etc., tous, sans la moindre exception, nient. Et ça, c'est quand même hallucinant. Même PPDA, où il y a quand même une accumulation de témoignages absolument... il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont parlé ensemble, qui racontent la même chose en boucle. C'est quand même compliqué de penser que c'est faux. Ils va les attaquer en diffamation. Ce recours à la diffamation, c'est un procédé qu'on retrouve systématiquement. On l'a retrouvé, Beaupin l'a utilisé il y a déjà des années. Hulot, pareil, mon Dieu, c'est faux, elle mente, etc. Donc c'est quand même assez incroyable de voir que systématiquement rentrer en fait dans les médias en disant j'ai été victime de viol, c'est devoir se battre pour prouver qu'on ne ment pas. Et d'ailleurs parfois se battre au point d'y consacrer sa vie entière. Je parle aussi de San Van Roy, qui est une des principales personnes qui a parlé contre Luc Besson dans l'espace public. Elle a littéralement repris ses études de droit pour devenir avocate. Elle est en train de consacrer sa vie entière à devoir laver son honneur parce qu'on lui répète qu'elle ment. Donc évidemment, je pense que c'est pas un hasard en fait si l'une des phrases les plus importantes qui a émergé très rapidement dans nos milieux féministes, c'est « je te crois ». On l'a vu affiché sur les murs par les... On l'a chanté en manif. Les coloreuses féministes l'ont beaucoup écrit. Nous toutes, et notre amie commune Caroline Dehaas aussi nous a appris à toujours dire ça en premier à une victime qui vient nous voir. C'est extrêmement important parce qu'on sait que derrière, dans la société, tout le monde lui dit « tu mens ». Je pense que c'est aussi pour ça que la notion de sororité a été aussi importante ces 5 dernières années. On a énormément insisté sur la sororité parce que finalement, j'ai l'impression que parmi les rares effets bénéfiques concrets de MeToo, il y a eu quand même cette consolation qu'on a trouvée à plus être seule. Et je pense que parmi toutes les femmes avec lesquelles j'ai parlé, ce qui revient le plus souvent, ce que m'a dit par exemple Flavie Flament, ou les victimes de PPDA, c'est cette idée de bah oui, mais en fait, oui, c'est violent dehors, oui, je me fais cyberharceler, oui, mon agresseur dit que je mens, mais maintenant, je suis pas seule, j'ai des sœurs qui me croient. Et je pense que cette sororité-là, elle a été en fait une consolation, une réparation extrêmement forte. Donc voilà, on est obligé de dire je te crois. Sauf que, historiquement, parfois, l'accusation de viol a été utilisée par des femmes, par exemple à des fins racistes. Le mythe de l'homme noir qui viole les femmes blanches a engendré énormément d'accusations fallacieuses aux États-Unis. En 2021, en Virginie, un juge a gracié à titre posthume 7 hommes noirs qui avaient été condamnés à mort en 1951 pour le viol d'une femme blanche qu'ils n'avaient pas commis. Ça existe. C'est rarissime. Mais ça existe. On estime que c'est à peu près 2% des accusations de viol qui relèvent du mensonge. Donc c'est vraiment minime. Mais je trouve que c'est compliqué de ne pas, un moment, aborder cette question-là. Parce qu'il serait complètement naïf d'imaginer qu'il n'y a pas d'impact, en fait, de MeToo sur le racisme. Si on a une perspective intersectionnelle sur les choses, MeToo a forcément un impact différent pour les hommes blancs que pour les hommes racisés. Mais ça, l'espace pour avoir cette possibilité de le dire est tellement... il n'existe pas, en fait. On n'a pas le droit à la complexité, on est privé de cette complexité parce que la compréhension dont on parle quand on parle de viol est complètement erronée. Aussi, une autre chose que tu dis, c'est que t'aimerais qu'on arrête de dire que le viol, c'est une histoire d'hommes contre les femmes. Ouais. Et ça, on a eu beaucoup de mal en fait à le faire entendre, etc. Du point de vue, je veux dire,
dans l'espace public. C'était un axe de militantisme, en fait, de rappeler que l'immense majorité des auteurs de violences sexuelles sont des hommes et les victimes des femmes et des enfants. Mais du coup, on n'arrive pas non plus à rendre justice et à faire justice à d'autres victimes, à d'autres situations. Ouais. Alors ça, bon, il y a beaucoup à dire sur cette idée. Et il y a pas longtemps, j'ai vu passer une vidéo de Tarana Burke, qui est donc la véritable initiatrice de MeToo, qui est une travailleuse sociale afroféministe qui avait lancé ce hashtag bien avant. Il y a 15 ans. Voilà. Et qui disait dans cette vidéo, le viol, ça n'est pas du sexe, c'est du pouvoir. Et c'est extrêmement important de le dire. J'étais heureuse de l'entendre dans sa bouche parce que pour moi c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence. Je crois en fait que, évidemment, comme beaucoup, j'ai longtemps envisagé le viol comme une violence qui s'exerçait qui était exercée par les hommes sur les femmes, une violence en fait fondamentalement même hétérosexuelle, j'ai envie de dire, parce que nourrie par la culture du viol et les images dont j'avais été abreuvée depuis mon enfance. Et puis je pense que j'ai eu un moment de basculement au moment de MeToo inceste, qui est arrivé bien plus tard que MeToo, qui a mis, je crois, au moins 3 ans à émerger. Ça fait 2020, je crois. Et oui, 2020, au moment de la publication de La Famille Grande de Camille Kouchner. Ouais. Et donc, avec MeToo Inceste, on s'est rendu compte qu'il y avait une catégorie qui était visée par le viol, qui était vraiment très lourdement victime de viol. Cette catégorie, c'est les enfants. Cette catégorie n'est pas genrée. Il y a un peu plus de petites filles victimes. Alors, je vais évidemment préciser les chiffres, tu as raison, ils sont très importants. Mais au moment où MeToo Inceste a commencé à émerger, d'un seul coup, il y a un truc qui s'est produit, que j'ai vu arriver dans mes DM et dans mes mails, des messages d'hommes qui avaient été victimes de viols dans leur enfance. Alors, j'étais habituée à en voir affluer depuis longtemps, mais émanant de femmes. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant, il y en a beaucoup. Et avoir aussi dans mon entourage des hommes dont je pouvais pas soupçonner un seul instant, qui d'un seul coup me parlaient d'inceste, alors avec énormément de difficultés, et en étant évidemment marqués par les mêmes caractéristiques en fait que les victimes de viol, femmes. Enfin voilà, le stress post-traumatique, l'amnésie qui fait qu'on peut prendre peut-être 20, 30, 40 ans à se rappeler d'une violence qu'on a subie. Et je crois que les chiffres de l'ONU officiels, en gros, les violences sexuelles dans l'enfance, inceste ou pas inceste, c'est 1 garçon sur 13 dans le monde, et c'est 1 fille sur 5 dans le monde. Voilà, et apparemment 30% des victimes d'inceste seraient des garçons, donc ça existe en fait. Et puis en creusant, on se rend compte aussi que le viol, par exemple, il est utilisé dans les guerres. On a tous entendu ce qui se produit actuellement en Ukraine, où le viol est utilisé comme arme de guerre par l'armée russe. On sait qu'il y a des centaines de femmes qui sont prisonnières, qui sont violées, parfois même jusqu'à la mort, mais il y a aussi des hommes qui subissent des sévices sexuels, beaucoup de résistants ukrainiens qui subissent des sévices sexuels. On sait qu'on viole dans les prisons, on sait que la police utilise aussi le viol comme un outil de contrôle social sur les populations pauvres ou racisées. Enfin bref, le viol, c'est un outil qui est utilisé par les dominants pour mettre de l'ordre, de l'obéissance, pour apprendre l'ordre du monde aux dominés. Et personne n'a mis des mots plus justes pour ça, à mon avis, que Dorothée Ducy, dans ce livre de 2013, Le berceau de la domination, qui parle de l'inceste et qui explique ça, en fait. L'inceste, c'est une mise au pas. C'est une façon de tout de suite mettre dans le cerveau d'un enfant, voilà comment est structuré le monde, voilà comment ça fonctionne. Et c'est très important de rappeler que l'inceste, et ça je le fais parce que mon ami Axel Jam m'a aussi appris à le faire systématiquement, l'inceste, c'est un viol ou un attouchement sexuel imposé à un enfant par un membre de sa famille. C'est pas que les parents, les frères et sœurs, les cousins, les oncles et tantes, les beaux-pères, belles-mères, etc. C'est aussi de l'inceste. Et c'est tellement plus fréquent qu'on l'imagine. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'on était tellement loin en fait de comprendre ce dont on parlait quand on était en train de parler de viol. Et donc que dans ces cercles d'écoute, dans notre façon de l'envisager, il s'agit aussi d'inclure les hommes qui ont été victimes eux aussi de violences, au même titre que nous. Évidemment. Bon. Après avoir dit ça, tu dis, et non seulement
on a besoin d'inclure les hommes qui ont été victimes, mais je pense qu'il va être temps aussi, et tu l'écris, je veux qu'on parle du viol avec les violeurs. Bon, I know. Ok. Pas dans une empathie avec les dominants, mais tu vas expliquer pourquoi tu dis ça, pourquoi tu veux qu'on parle du viol avec les violeurs, bien qu'en face, ce soit quand même le grand mur du déni, puisque tu l'as rappelé, et on l'a vu aussi hier dans une enquête parue donc le 25 novembre sur Mediapart, que sur les 100 affaires les plus médiatisées de VSS, sur les 100 personnes mises en cause, personne n'a jamais rien reconnu, sauf 2, peut-être un petit peu, qui ont commencé à esquisser des aveux. Mais bon, en fait, l'écrasante majorité des personnes qui sont mises en cause contestent les faits reprochés. Et toi, t'écris, moi je veux qu'on parle du viol avec les violeurs, et tu dis que tu voudrais corneriser DSK, PPDA, Polanski, les uns et les autres, qu'on les assoie et qu'on leur demande pourquoi, et qu'on les interviewe vraiment. Alors, pourquoi tu dis ça, et comment tu ferais? Comment tu t'y prendrais? Qu'est-ce que tu veux leur dire tellement? En tout cas, je trouve que justement la réponse est dans la question. Je veux dire, si on est face à cette négation massive, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la méthodologie. Je veux dire, on sait que c'est vrai, on sait que c'est arrivé. Comment ça se fait qu'on en soit encore au stade? Moi, vraiment, je m'en suis rendu compte en écrivant mon chapitre. J'étais là, mais on l'a entendu, Weinstein, il a dit des trucs, non? Il a fait des... Bon, Weinstein a été condamné, hein, rappelons-le. D'ailleurs, c'est un des rares qui a été véritablement condamné. Mais il a jamais... On a eu le débrief de DSK. Je veux dire, voilà, c'était intéressant. On aimerait bien savoir 10 ans plus tard ce qu'il pense de cette affaire, ce qui s'est passé, ce qu'il pourrait nous expliquer. Le viol de Nafissatou Diallo, qui, elle, a parlé avec le recul, mais jamais. On n'a jamais entendu Baupin, bref, etc. Donc, alors, il serait faux de dire qu'on n'entend pas ces hommes. Parce que, par exemple, ils vont aussi parfois orchestrer leur prise de parole à la Nicolas Hulot, parce qu'il suffit d'un coup de fil à TF1 pour avoir le 20h, et venir dérouler leur communiqué de presse, un discours complètement balisé par avocats, etc. Évidemment, ils produisent des communiqués de presse. Évidemment aussi, ils nous font des films, j'accuse de Polanski, etc. Mais il n'y a pas de dialogue. À aucun moment, j'ai l'impression qu'on peut lui dire « Attendez, la femme dit ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Attendez, mais ce jour-là, exactement, si c'est faux, il s'est passé quoi? » Je me demande ce qui se produirait si ce dialogue avait réellement lieu, et si, peut-être, justement, en proposant ce dialogue, on ne sortirait pas de cette dénégation, en fait, permanente. Et ça fait glisser vers autre chose. Les violeurs ne sont pas des monstres, on le sait. Adèle Haenel l'avait dit sur Mediapart, ça a été dit de nombreuses fois aujourd'hui. Il n'existe pas une catégorie de personnes déviantes, à la moralité désastreuse, qui seraient des prédateurs tapis dans l'ombre, qu'on pourrait aller chercher à la pince à épiler, enlever de la société, et pouf, le monde est beau. Non. Le viol, la violence, c'est quelque chose de systémique. Ça peut concerner absolument tout le monde. Et finalement, ce discours qui consiste à rendre les violeurs, les agresseurs, comme des monstres, quoi, des personnes déviantes, terribles, etc., abominables, les oblige à nier complètement, en fait, les faits qui leur sont reprochés. Si on changeait aussi peut-être de discours sur l'agression, si on cessait de la présenter comme une déviance ignoble et le signe d'une moralité défaillante, peut-être que certains hommes, alors certainement pas PPDA ou Nicolas Hulot, j'ai aucun espoir à leur sujet, mais peut-être que certains hommes de notre entourage pourraient avoir un espace pour dire « Je me demande si ce jour-là, j'ai pas merdé ». Il n'y a aucun espace aujourd'hui pour la rédemption et le pardon. Il n'y a aucun espace aujourd'hui pour qu'un homme ou une femme ayant commis une violence sexuelle ou non, pour pouvoir dire « je crois que j'ai fait de la merde et j'aimerais réparer ». Cet espace n'existe pas. Et je pense que cet espace ne peut pas se créer sans une forme de dialogue. Alors sur le comment, vraiment, je ne veux pas être la personne qui va interviewer Polanski. Franchement, je te laisse le dos si tu veux. Je suis pas à fond, mais je suis sûre que il y a des façons de faire, mais dans un monde évidemment qui n'existe pas. Je dis ça dans un monde qui n'existe pas. J'ai écrit un livre qui s'appelle Futur. Je suis en train de projeter dans un monde. Oui, mais ce serait une bonne idée de fiction, en fait. C'est-à-dire, je sais que c'est un fantasme qui est partagé par beaucoup. Ouais. Voilà, d'avoir un modèle un jour en théâtre, ce serait incroyable d'avoir ça, ou je sais pas, ou quelque part. Non, parce qu'en théâtre, ça ferait peut-être trop de performance. Mais disons, une série vraiment réaliste où quelqu'un reconnaît
tout ce qu'il a fait en fait, du début à la fin. Évidemment, on va pas l'attendre parce que si on attend ça pour être réparé, on le sera jamais. Mais en tout cas, on en a besoin. Et à mon avis, c'est pour ça que ça fait tellement de bien de lire des lettres comme Pardon de Evansler, par exemple. Voilà. Dans d'autres cas, en France, je pense à la lettre qu'avait écrite Caroline Dehaas à destination de Jean-Luc Mélenchon pour lui dire en fait, ce serait bien que tu dises telle ou telle chose concernant ton pote Adrien Quatennens. On attend ça de toi. On attend que tu reconnaisses tes erreurs et tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de culture de la reconnaissance de sa responsabilité, en particulier évidemment chez les hommes, puisque, comme le disait le théoricien Léotier Vidal, la masculinité, c'est aussi le fait d'apprendre à ne pas rendre de compte, en fait. Et la domination, en général, c'est le fait d'apprendre à ne pas rendre de compte. On ne se sent pas redevable, en fait, de quoi que ce soit. Mais effectivement, on en a besoin. Et tu dis aussi que ça nous aiderait d'avoir des modèles de mecs qui font ça. Je t'ai entendu le dire à Frédéric Becbédé, par exemple, dans une interview quand tu l'as rencontré. J'ai pas trop médiatisé le fait que j'étais allée dans son émission, donc merci de m'avoir fait faire ce coming out, Victoire. Écoute, je l'ai pas mis sur Instagram. Ah oui, c'est vrai. Ah pardon, d'accord. Mais non, t'excuses pas, c'est cool que tu l'aies écouté parce que c'était intéressant comme échange. Oui, enfin, oui. Non mais si, non, pardon. Si, non, c'est très intéressant au sens de indéniablement intéressant. Oui, parce que le gars, en gros, lui, c'est sûr. Pour l'instant, on lui a rien reproché publiquement en termes de violence, mais en tout cas, il aurait été alerté du fait que PPDA avait essayé de violer l'une de ses collègues qui venait de lui dire ses autrices, des autrices, voilà, dont il s'occupait. C'était Bénédicte Martin, je crois qu'elle l'a dit publiquement. Dans Libération. Une super autrice, il faut la lire, donc je dis son nom. Et elle dit qu'il a ri. Bon, et toi, tu lui dis, en fait, ce serait bien, Frédéric, si vous pouviez juste reconnaître que vous avez entendu, que vous avez ri, juste ça. Et il dit, impossible, car cette conversation n'a jamais eu lieu. Donc, et vraiment, alors voilà, donc ça, en fait, on a une exposition d'un des mécanismes voilà, mais qui s'explique aussi de plein d'autres façons, non ? Par exemple, du fait que on se souvient rarement du mal qu'on a fait, beaucoup plus du mal qu'on a subi. Je pense qu'il y a une peur profonde. Et il y a aussi une d'ailleurs, c'était fou parce que hors micro, Frédéric Becbédé m'a dit ouais, Lorraine, dans ton livre, tu dis que tu te fais cyberharceler, mais moi aussi, je suis cyberharcelée. Frédéric, t'es pas cyberharcelé parce que tu portes des idées féministes et antiracistes dans la société. T'es cyberharcelé parce qu'on te prend en train de taper de la coke sur le capot des voitures. C'est pas la même histoire, en fait. Non, mais c'est bien sûr. Et ouais. Donc, mais je crois qu'il a peur. Mais il a peur pour sa réputation. Il a peur de se faire défoncer. Et je te dis, mais en fait, ça rendrait tellement service que tu reconnaisses ta complicité. On va pas te mettre en prison si tu admets que tu as minimisé des faits dont tu avais connaissance. Et d'ailleurs, c'est même pas comment dire, c'est pas gravissime en réalité, parce qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir fait ça dans nos vies. Ouais. Et on entend rarement ça. Jamais. Ah ouais. C'est quand même, c'est incroyable. Alors tu dis qu'en plus pour des violences avérées, c'est clair qu'on va pas l'entendre non plus. Et c'est vrai que les quelques exemples qu'il y a eu sont absolument désastreux. Je pense à Libération qui avait publié la lettre d'un violeur qui reconnaissait soi-disant ce qu'il avait fait. Et en fait, c'était une espèce d'entreprise d'autodisculpation. Enfin, c'était terrible. Donc, à construire ça aussi. Et peut-être la fiction nous aiderait à avoir des modèles comme ça. Il faudrait arriver à parler des violences avec ceux qui les commettent, qui les reconnaissent. Et puis, il faudrait arriver à en parler avec les proches qui les commettent. Et une fois, tu m'as dit, oui, mais en fait, quand tu as un ami qui commet une violence, ça reste ton ami. Factuellement. Enfin, je veux dire, voilà. Ça veut pas dire que forcément tu veux rester ami avec lui, mais en tout cas, tu as un lien avec cette personne. Et évidemment, quand je disais en début qu'on est tous concernés, puisqu'on sait que la majorité des violences sont commises par des personnes que nous connaissons, donc il est évident qu'on a des proches qui commettent des violences. Et donc, ça nous pose un problème éthique, ça nous pose un problème moral, ça nous pose un problème très concret. Et tu écris qu'on est très nombreuses à avoir été confrontées à ce cas de figure ces dernières années, d'être alertées en disant « cet homme que tu fréquentes, cette personne a commis tel ou tel fait, etc. » Qu'est-ce qu'on fait en général ? On coupe les liens avec cette personne. Et toi, t'écris « il me semble que cet homme, on ferait mieux d'aller le voir, de lui expliquer ce qu'on sait, ce qu'on comprend de son attitude, lui glisser des pistes pour réparer sa victime, pour changer, pour évoluer. » Wow, est-ce que tu l'as déjà fait ? Oui. Ok. Et parce que moi, dans ma famille, il y a plein de mecs violents. Et puis, on leur disait rien. Et je crois pas que c'est tellement qu'on a eu peur, c'était qu'on savait même pas quoi dire, en fait.
Par où tu commences, tu vois? Qu'est-ce que tu dis? Je sais même pas quel mot employer, en fait. Comment faire? Et donc, alors, je précise que tu dis que ce n'est pas une obligation. Non, surtout pas. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose que, par exemple, Sarah Schulman, qui est une grande activiste lesbienne, féministe, états-unienne, qui a écrit ce livre génial qui s'appelle Le conflit n'est pas une agression. Elle dit que c'est le rôle de l'entourage aussi, en fait, d'aller confronter les gens. Mais comment le faire? Est-ce que tu veux parler de ça? C'est en tout cas une question très compliquée et je pense que c'est probablement le passage de mon livre qui suscite le plus de réactions, d'incompréhension, voire de colère. Bah oui, parce que j'en parlais avec une copine, elle était là, et ça suffit. Hein. Déjà qu'en fait, moi, je dois me coltiner mes proches victimes, ma douleur et tout. Qu'est-ce que je vais aller encore m'occuper de mon pote le violeur? Ça va pas ou quoi? Mais d'ailleurs, dans la... Non, mais tout à l'heure, Anne-Cécile Mailfert parlait de ce concept que je connaissais pas. Je vais aller creuser parce que ça a l'air passionnant. Himpathie. Où genre, en fait, les femmes ont toujours cette espèce de truc de systématiquement vouloir donner de l'empathie, de la compassion aux hommes dans leur entourage, y compris les hommes, les auteurs de violences. Et Anne-Cécile disait, d'abord vos gueules, self-care, on s'occupe de soi, et après, s'il nous reste du courage, on y va. Et c'est très important, je pense, de le préciser. D'ailleurs, il me semble que dans le livre, j'emploie « est-ce qu'il n'est pas de notre devoir de le faire ?» Écoute, il me semble qu'il est aussi de notre devoir de nous assurer que sa santé va bien. Eh ben, je pense que cette phrase, j'aurais peut-être pas dû l'écrire comme ça. Okay. Dans une librairie, il y a une lectrice qui m'a dit moi, je me suis sentie hyper heurtée de lire cette phrase parce que si c'est mon devoir et que je suis incapable de faire, ça veut dire que je suis en échec. Et je pense qu'elle a raison. J'aurais pas dû formuler les choses comme ça parce que ce que je pense profondément, c'est qu'on le fait si on le sent, si on s'en sent capable. Et je pense que j'ai parlé de devoir parce que justement, Sarah Schulman parle de devoir de réparation. Et pour le coup, elle va plus loin que moi encore. Pour elle estime vraiment que c'est un devoir, en tant que tierce personne, de toujours essayer de créer une conciliation et un dialogue. Et elle souligne d'ailleurs que de faire ça, généralement, aura pour conséquence qu'on va se retrouver assimilé à la personne auteur. Et probablement être agressé, enfin bref, que ça a un coût en fait social, émotionnel très lourd de rentrer dans ce rôle de médiation. Et moi je me demande, en tout cas, moi j'ai pas envie de dire aux gens il faut faire ça, j'ai pas envie de dire aux gens c'est notre devoir. En revanche, moi je suggère qu'aujourd'hui moi j'en suis capable. Probablement en raison de privilèges dont je bénéficie, mon privilège blanc, mon privilège matériel, le privilège que j'ai d'être en thérapie depuis 17 putains d'années et de commencer à avoir un certain contrôle sur mes émotions, ma bonne santé, etc. Il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, écoute, je vais aller le voir. Mais généralement, quand je fais ça, c'est mal compris. C'est mal compris et ça peut être aussi interprété comme une forme de validation. C'est-à-dire comme si j'allais donner mon baiser de la validation féministe à un homme qui a agressé. Et je comprends aussi parfaitement cette réaction. Je comprends que quelqu'un de traumatisé, quelqu'un qui a été victime ne comprenne pas ce geste-là. Je le comprends vraiment. Mais je désigne un horizon. Voilà. Mais ça veut pas dire que tu vas voir la personne, parce qu'en fait, les réactions qui se passent en général avec les proches auteurs, c'est que on dit aussi, écoute, t'es mon ami, je te crois quoi qu'il arrive. Bien sûr, l'autre c'est une menteuse. Je suis avec toi, mon pote, quoi. En gros, c'est ça qui se passe normalement. Et puis on exclut la victime. Et puis on reste. Et c'est pas ça que tu dis. C'est pas que tu vas soutenir la personne. Et je veux dire, c'est tellement difficile d'aller dire à un proche. Non, genre bonjour, tu as violé une de mes amies. Ça craint. T'as fait de la merde. Est-ce que t'en as conscience? Et justement d'aider cette personne à dépasser et j'ai déjà réussi à accoucher d'un aveu. Et ça m'a pris vachement de temps et vachement d'énergie, mais arriver en étant face à cette personne en disant t'as commis un acte grave, t'as causé chez une tierce personne un traumatisme durable, mais je suis là en fait, je te connais depuis longtemps. Rien n'efface les souvenirs que j'ai avec toi. C'est même un constat froid que j'ai fait. L'acte qu'il a accompli me débecte, mais ça continue d'être quelqu'un avec qui j'ai rigolé, quoi. Donc qu'est-ce que je fais? Alors évidemment, ça m'a pris quand même quasiment 1 an et demi de dépasser le stade où j'ai bloqué son numéro et je voulais plus entendre parler de lui. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que je serais pas plutôt ma place d'aller l'aider à sortir de son mur de déni et de l'encourager à aller écouter les couilles sur la table, quoi. Ouais. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Ouais.
Évidemment, quand on entend ça, on se dit mais quoi? Est-ce qu'on aide ces types à se victimiser en fait? Encore une fois, parce que ça, on l'a entendu aussi beaucoup. Je dirais, c'est des réactions qu'on a souvent. Je sais que ça va être un énorme travail, mais d'avoir une autre réaction que celle du type en général, les types qui écoutent les couilles sur la table après m'écrivent des grandes lettres pour me dire qu'ils comprennent que c'est le patriarcat qui a agi à travers eux. Donc finalement, c'est pas vraiment eux. Donc bon, ça me. Non mais bien sûr. Donc il va falloir faire évoluer ça aussi. Et je me dis que peut-être si les mouvements féministes et Caroline Dehaas avec nous toutes et toutes les filles à nous toutes et plein de militantes féministes nous ont appris à comment écouter les victimes, à leur dire je te crois, c'était pas ta faute, il avait pas le droit de faire ça, c'est lui le coupable, tu n'y es pour rien, la loi l'interdit, etc. Peut-être qu'il va nous falloir aussi des choses à dire, bien sûr. Mais quelle bonne idée. Parce proches. Que vraiment, c'est vrai qu'on patine et qu'on fait forcément des erreurs. Et puis qu'on a affaire aussi à des personnes qui sont justement des personnes éduquées dans la masculinité, dans cette idée de domination, etc. Donc ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, ils vont pas forcément répondre de la même façon, et on est obligé de bricoler sur le plan individuel. Et effectivement, t'as raison, ce serait super qu'on ait un mode d'emploi pour ça. Après, alors j'ai l'impression que je suis en train de m'enfoncer encore plus loin dans la complexité et tout, mais je veux le dire quand même, être accusé d'un acte d'agression, qu'il s'agisse de viol ou de harcèlement moral, etc., ou d'avoir eu une parole raciste ou sexiste dans l'espace public, et si ça se produit publiquement, mais pas que publiquement d'ailleurs, dans une famille et tout, c'est vrai que c'est violent. Même si la personne qui a commis cet acte est coupable, c'est vrai que c'est violent d'être call-out. C'est violent d'être accusé de viol. Et c'est important aussi de se confronter à l'effet que ça produit. Et s'il y a aucun moment, en fait, on s'intéresse à la santé mentale des auteurs de violences, et je parle ça va de la plus petite violence, genre le tweet offensant, à la plus grave des violences, genre le meurtre, on est en train d'être dans une spirale de la violence, comme le dit Sarah Schulman. C'est-à-dire qu'on va toujours recourir à la punition, à l'exclusion, à la police, à la justice pour régler ces différends. Et au final, à aucun moment, quiconque ne va progresser, ne va grandir, ne va changer. Donc, c'est des questions, encore une fois, qu'on n'a absolument pas l'espace de se poser. Mais quand un homme est accusé d'agression, qui est un homme qui a, par exemple, lui-même été violé dans son enfance, et tiens, c'est surprenant, mais le fait d'avoir été violé dans l'enfance augmente les chances de violer à l'âge adulte, qui est un homme pauvre ou un homme racisé, qui subit déjà tout un tas de violences systémiques dans la société, un homme qui a une santé mentale fragile, était quand même bien placé pour savoir que la masculinité engendre tout un tas de dysfonctionnements et de traumatismes aussi chez des hommes. Quel effet ça produit d'être érigé en monstre, en fait? Qu'est-ce que ça fait? Et ça, c'est évidemment pas des idées que j'invente, c'est des choses qui viennent de la pensée de la justice réparatrice, c'est des choses qui viennent de populations qui savent de quoi elles parlent, parce que ce sont des populations qui sont criminalisées d'avance. La justice réparatrice, ça vient de l'afroféminisme, la justice réparatrice, ça vient des travailleuses du sexe, des personnes trans, qui, quand elles étaient confrontées à une agression, à une violence au sein de leur communauté, étaient dans l'incapacité totale d'avoir recours à la police, à la justice, puisqu'elles étaient par défaut criminalisées. Donc ce sont des personnes qui ont été obligées de réfléchir à comment faire pour réparer la victime, mais pour aussi permettre à l'auteur de la violence d'être réhabilité et de le garder dans la communauté, puisque l'exclure de la communauté, c'était le condamner à mort, quasiment. Bon voilà, c'est des réflexions qui sont complexes. C'est des réflexions qui vont mobiliser des valeurs de l'ordre de l'empathie, de la compassion, de l'ordre du care, de l'ordre de l'amour. Et plus je réfléchis à ces questions, plus je me dis que il est quand même assez intéressant le discours qui consiste à dire que parler d'amour et de compassion, c'est bisounours et c'est utopique, et que le monde il est pas comme ça, il est moche. C'est l'inverse en fait. Penser en termes binaires, en disant il y a les gentils, il y a les méchants et la police va régler les soucis, c'est ça qui est bisounours. C'est ça qui est complètement utopique. C'est ça qui est une aberration, en fait, qui est illogique. Comme de penser qu'on va pouvoir continuer à extraire indéfiniment les ressources naturelles. C'est eux qui ont fumé la moquette, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est Greta Thunberg qui a un discours rationnel et logique. Le discours de l'amour, de la compassion, de l'empathie, c'est un discours de la complexité. C'est un discours qui est tout sauf puéril, qui est tout sauf enfantin, qui est tout sauf simpliste. Et qui n'est pas complaisant non plus, c'est ça que je veux dire. En fait, on dit pas tiens, aimons-les autant, ne sanctionnons rien. Mais c'est autre chose. Et c'est l'étape
d'après. C'est très difficile, même si, comme tu le dis, il y a déjà des théories, des pensées, etc. C'est difficile, mais il faut lire Bell Hooks, il faut lire Audre Lorde, il faut lire Octavia Butler, il faut lire Judith Butler aussi sur ces sujets-là, parce que c'est aussi parler des interdépendances, c'est aussi prendre conscience du fait qu'on va tous et toutes forcément à un moment dans notre vie, en fait, être dans la position de l'auteur ou de l'autrice de violence. On peut pas faire comme si on était dans le camp du bien éternellement. On peut pas faire comme si on était pur et vierge de toute domination. Il y a forcément un moment dans notre vie où on domine quelqu'un d'autre. Donc si on pense pas à des mécanismes qui soient un peu plus complexes, en fait, on s'en sortira jamais. On va pas passer notre vie à construire des prisons pour enfermer les violeurs. Ça ne marche pas. On va y revenir juste après, mais d'abord, par honnêteté, il y a aussi une question que je dois te poser, toujours sur cette histoire de qu'est-ce que tu fais avec tes proches amis, parce que tu peux aller les voir dans un cadre privé, tu peux les soutenir, etc. Mais il arrive, moi ça m'est arrivé, ça t'est arrivé, que des amis demandent un soutien public quand ils commettent quelque chose. J'en parle parce que ça a été rendu public par un hebdomadaire de droite qui avait tout intérêt à le révéler te concernant. Et puis concernant cette personne, un ami proche à toi qui a été accusé d'exhibition sexuelle t'a demandé une attestation de moralité. En gros, c'est les lettres qu'on écrit pour dire le bien qu'on pense de quelqu'un, quoi, en espérant que ça influence le jugement. Et tu l'as fait comme une trentaine d'autres de ses proches. T'as dit que c'était quelqu'un de très bien et que t'imaginais pas qu'il ait commis ça, etc. Bon. T'as confirmé cette information et ça t'a parfois été reproché. Est-ce que tu veux revenir sur cet épisode-là ? Oui, je te remercie de me donner l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai que plus j'y pense, plus je me demande finalement ce qu'il y a à commenter sur le fait qu'un ami, quelqu'un en qui j'ai confiance, a priori, pour qui j'ai de l'estime, quelqu'un sur qui je peux compter, me demande de l'aide et me demande d'écrire une lettre dans laquelle je dis ce que je sais de lui. On me demande rien d'autre que mon point de vue, en fait. Et je vois pas, en fait, pourquoi je le ferais pas. On me demande d'agir en tant que citoyenne qui vient participer à la justice. La justice, c'est la confrontation de points de vue contradictoires. Et puis, je pense que j'ai une responsabilité amicale. Vraiment, je me suis interrogée sur le coup, qu'est-ce qu'il y a de juste ? C'est comme ça que j'essaye de prendre mes décisions. Et franchement, ce qu'il y a de facile, c'est de laisser en vue. Ou d'expliquer, genre, c'est vraiment très gênant ce que tu me demandes, je peux pas vraiment te permettre, vu que je suis féministe dans l'espace public. Mais ce qui me semblait juste, c'était d'écrire cette lettre en disant, bah oui, moi j'ai jamais observé de comportement répréhensible de la part de cet homme que je connais très bien. Et ça me paraît compliqué d'imaginer que ce soit quelqu'un qui puisse agresser. Je l'ai fait. Et je savais que je prenais un risque en le faisant. Là où c'est un cas d'école et où c'est super intéressant, c'est que, effectivement, alors, je pensais pas agir publiquement. Je pensais agir dans le cadre d'un procès administratif. Je pensais pas que ce serait forcément publicisé. Et qui publicise ça ? C'est un journal ultra conservateur, Le Point, qui passe sa vie à défoncer le mouvement MeToo et à défoncer des féministes, mais qui là, d'un seul coup, est très préoccupé par ce procès pour exhibition sexuelle, puisque l'homme accusé est un homme de gauche, un homme racisé, un homme qui a le soutien moral de plusieurs féministes. C'est du pain béni. Et c'est l'occasion, évidemment, de défoncer de la féministe. Et donc l'article qui sort anonymise très soigneusement l'accusé, mais par contre écrit mon nom en toutes lettres. Et ceux de d'autres personnes qui ont soutenu. Mais c'est intéressant de voir, comme très souvent, comme ça se produit en fait très régulièrement, c'est que quand il y a un procès, une affaire d'agression sexuelle, qui se prend le shitstorm et le cyberharcèlement derrière ? Une femme, comme souvent. Bien sûr. Merci. Mais je te remercie d'être claire sur ça et sur le cheminement de raisonnement qui t'a mené à ça. Justement, ça renvoie aussi à la difficulté qu'il y a à croire le fait que quelqu'un qui est proche de nous a commis tel ou tel fait. Mais je comprends qu'on refuse de le faire. Ça met dans la merde. Très concrètement de faire ça, enfin, j'en suis la preuve. Et je comprends parfaitement en fait qu'on hésite à produire ce genre de courrier. Après, c'est aussi, il faut bien comprendre ce que c'est que ce courrier. Ce courrier, contrairement aussi à ce qui a pu être présenté dans l'article, c'est pas dire ceci n'est pas arrivé, c'est pas dire la plaignantement, c'est dire voilà mon point de vue qui n'est pas un point de vue omniscient sur cette personne et je participe ainsi à un procédé de justice. C'est pas pareil. Mais encore une fois, quel espace a-t-on pour cette complexité ? Quel espace a-t-on en fait pour apporter ce type de nuances ? C'est absolument normal que toute femme soit complètement tétanisée à l'idée d'être associée à ce type de dossier.
C'est fou. Enfin, quand on regarde ce qui se passe avec les épouses, amies, proches des personnalités médiatiques qui ont été dénoncées dans les médias, c'est évident que c'est terrifiant en fait d'être associé à ces histoires-là, quoi. Donc encore une fois, je comprends parfaitement qu'on ait pas envie d'y aller. Et il y a encore quelque chose d'extrêmement important que tu expliques dans ce chapitre-là. Tu mets en valeur les travaux de féministes comme Gwenola Ricordo. Tu dis que elle a été très très importante, elle est très importante pour toi. Donc c'est une sociologue qui est contre la prison, qui est pour l'abolition du système pénal et des prisons. Des travaux comme ceux d'Angela Davis, donc de Sarah Schulman dont on a déjà parlé. Gwenola Ricordo, elle rappelle que quand on est victime, il y a 5 besoins qu'on a, c'est d'obtenir des réponses à nos questions sur les faits, de savoir ce qui s'est passé, que le préjudice soit reconnu, qu'on soit en sécurité, qu'on puisse donner un sens à ce qu'on a subi et qu'on puisse obtenir réparation. Et toi, tu t'inscris maintenant dans ce mouvement féministe anticarcéral, c'est-à-dire que tu es avec celles qui pensent qu'il ne faut pas envoyer les violeurs en prison, en fait. Il ne faut pas construire plus de prisons. Et tu expliques aussi que tu es arrivée par ce raisonnement de façon philosophique en considérant que y a tout un tas de choses qui ne sont pas possibles en fait avec la façon dont on envisage de solutionner ce problème des violences. C'est-à-dire que on va pas mettre 50 000 mecs en prison pendant 15 ans tous les ans, ça n'est pas possible car les prisons ne seraient jamais assez grandes. Les prisons françaises sont déjà remplies à... J'aurais dit remplies, c'est mignon. Lorraine, 4 ans et demi. À 120%. Mais alors, par contre, je tiens à apporter une précision qui est importante. Voilà, je dis pas, il ne faut pas envoyer les voleurs en prison. Okay. Parce que on est, encore une fois, dans le système dans lequel on est. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre façon de lutter contre le viol que par le système pénal, malheureusement. Alors, il existe des tout petits embryons de justice restaurative en France, mais c'est des procédures qui s'ajoutent à la procédure pénale qui viennent pas évidemment s'y substituer pour l'instant. Et donc voilà, je dis pas il faut pas envoyer les voleurs en prison. Je dis ce système est absurde. Ce système ne fonctionne pas. Sur à peu près 95 000 viols par an, c'est le dernier chiffre de la Fondation des femmes, il y a 700 condamnations. Donc de 1, évidemment, les violeurs ne vont pas en prison. Peut-être que c'est pour ça que la menace de la prison ne dissuade pas les violeurs de violer. Enfin, la prison, c'est un crime puni de 15 ans d'emprisonnement. Pourquoi il y a toujours autant de viols ? Parce que ça ne dissuade personne, parce que les violeurs ne vont pas en prison. Deuxièmement, qui va en prison ? Les hommes pauvres, les hommes racisés. La prison est évidemment, je vais par exemple vous faire un dessin, j'imagine que vous voyez très bien de quoi je parle, un système classiste et raciste qui ne menace qu'une certaine catégorie d'hommes. Après, ce que dit Gwenola Ricordo, qui est aussi très important, c'est que la prison repose sur tout un système de care, qui est en fait un travail gratuit, quasiment entièrement accompli par des femmes. Oui, parce que c'est les femmes qui vont visiter les hommes en prison. Femmes, voilà, qui ont la charge. Et qui sont impactées aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on condamne un homme pauvre, en fait, c'est aussi tout l'entourage, en fait, qui va porter, en fait, la peine. Donc, rien ne va, en fait. C'est la mère, la sœur. Rien ne va. Donc, en fait, et je pense que c'est très important de le dire comme ça, et Gwenola Ricordo le répète très, très souvent. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire, on a une meilleure solution. On est en train de dire, ça marche pas. Clairement, ceci est un échec. Et il faut qu'on fasse preuve de créativité. Il n'y a pas de solution toute faite. Il n'y a que des choses à inventer et à explorer. Mais manifestement, le système actuel échoue totalement à nous protéger du viol. 60% des femmes en prison ont été victimes de viol. Je dis rien que ce chiffre, il devrait vous permettre de réfléchir pendant 3 nuits d'affilée, quoi. What the fuck? Enfin, bref. Donc ce système, de façon complètement concrète, ne fonctionne pas. Et je sais où tu veux m'emmener et je sais que tu veux que je puisse en parler avant la fin de l'épisode et j'ai envie d'en parler, donc je te remercie de donner cet espace-là. Quand Gwenola Ricordo a énuméré ces 5 besoins des victimes, d'un seul coup, j'ai complètement basculé de ma fonction de journaliste qui était en train de m'interviewer, mon identité de victime, de famille de victimes, parce que moi je connais très bien le système pénal, puisque ma sœur, Julia, a été assassinée par un homme il y a 17 ans, dans le cadre de ce qu'on peut complètement qualifier d'un féminicide. C'était un homme qui la harcelait. Et donc j'ai assisté, en tant que partie civile, à 2 procès au pénal, son premier procès et son second, puisqu'il a fait appel. 2 procès au cours desquels il a pris des peines de prison très lourdes, vraiment assez lourdes pour quelqu'un qui a commis un seul meurtre. C'était vraiment souligné par les médias de l'époque, etc.
Et j'ai eu besoin de Gwénolyn Ricordeau pour réaliser que j'étais zéro réparée, en fait. Et que surtout, je me sentais pas en sécurité. Et que ça fait des années que je vis dans la hantise du jour où cet homme qui a tué ma sœur va sortir de prison. Et c'est réel, j'ai peur en fait, mais enfin je veux dire c'est logique, qu'est-ce qu'on n'est pas en train de lui faire les couilles sur la table a priori quoi. On lui a pas diffusé des films sur les masculinités, enfin je crois pas, je remercie les personnes qui s'en chargent et je crois qu'il y en a. Tu dis tu sais pas ce qu'il lit, tu sais pas ce qu'il fait, et il y a rien de rassurant à savoir qu'il est en train de croupir dans un endroit de violence, voilà, dans des conditions qui sont contraires à toute forme de dignité humaine. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'était que la justice restaurative, la justice réparatrice, que j'ai vu que qu'il y avait des rencontres qui étaient organisées entre des victimes de violences et des auteurs de violences. Pour l'instant, en France, c'est toujours des personnes qui sont pas concernées par le même dossier. Et que les résultats qui en sortaient, c'était un apaisement des deux côtés, en fait. C'est une amélioration de la santé mentale, etc., des deux côtés. Je me suis dit, peut-être, en fait, que je préférais avoir de ces nouvelles. Mais en même temps, je tiens à préciser que c'est une posture aussi philosophique quand je dis ça. Et que j'en suis arrivée là, en tout cas à un stade où j'ai complètement dépassé un désir. Quand tout à l'heure je disais que j'en voudrais jamais à une victime d'avoir envie de se venger et de jamais vouloir pardonner à la personne qui l'a agressée, moi je veux préciser que pendant 15 ans, je m'imaginais prendre des cours de tir parce que j'avais pas d'autre image en tête que de le flinguer en retour. Je veux dire, j'étais bloquée là-dessus. Mais grâce au féminisme, grâce à toutes ces penseuses qu'on a citées au cours de cette rencontre, j'ai musclé en fait ce muscle de l'empathie, de la compaction, de la complexité, et j'en suis arrivée à la conclusion que en fait personne ne va sortir réparé de la façon dont les choses ont été réglées, et qu'il y aurait eu potentiellement plein d'autres façons de faire qui auraient pu me réparer, l'améliorer et protéger, à mon avis aussi, d'autres victimes. Et réparer la société. Et réparer la société, ouais. Parce qu'il y a plein de questions qui n'ont pas été posées. Dans les procès au pénal, on questionne pas les responsabilités annexes, on questionne pas les endroits de silenciation, toutes les complicités, on questionne pas tout le système d'éducation nationale qui, pendant des années, en fait, savait que c'était un garçon qui était violent, qui a harcelé des femmes, et on changeait d'école discrètement parce que c'était un garçon blanc de bonne famille, hein, pas de raison de s'inquiéter. Et finalement, jamais rien n'était porté à son dossier, son cas n'était jamais pris au sérieux. Donc, à quel moment on a questionné, encore une fois, le système qui a permis de construire cette personne? Jamais, quoi. Merci beaucoup, Lorraine. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à vous. Je vous remercie toutes, chacune pour l'écoute. Et peut-être, avant de conclure, juste de quitter cette scène, je voudrais juste qu'on prenne, si vous êtes confortable avec ça, c'est ce que je vous propose, qu'on prenne juste quelques secondes pendant lesquelles on crée le silence. Pas le silence qui nous étouffe, mais un silence qui permet de rêver, de respirer, et un silence qui serait en l'honneur de toutes les paroles qui ont été prononcées ici pendant 2 jours. En l'honneur de nos capacités à tous d'écoute, d'empathie et de réparation. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Victoire. C'était le premier épisode de Nous faire justice, un cycle de discussion qui se tient en public dans des lieux, des festivals et des institutions partout en France. Si vous voulez nous inviter, écrivez-nous à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Un grand merci à Lorraine Bastide, autrice entre autres du livre Futur aux éditions Alary et du podcast La Poudre à écouter sur Spotify. Un grand merci à l'organisation des Assises nationales contre les violences sexistes et sexuelles de la ville de Nantes pour avoir permis la tenue de ce premier épisode. Quant à vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous venez d'entendre ? Vous
pouvez toujours nous interpeller sur les réseaux ou par mail, on vous lit. Nous, à l'issue de cet épisode, avec Naomi Titi, productrice de l'émission, on a repéré 3 pistes pour nous faire justice. Premièrement, continuer de chercher à comprendre et à analyser ce qui rend les violences si fréquentes. En fait, MeToo ne fait que commencer. Deuxièmement, trouver des phrases et des actions pour se confronter à nos proches auteurs de violences. Troisièmement, consulter les pensées et les pratiques des groupes minoritaires pour sortir des impasses punitives et carcérales. Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Cet entretien a été enregistré et mixé par Elisa Grenet. À la production et à l'édition, c'est Naomi Titi. Au marketing, Jeanne Longhini. Pour la communication, c'est Lise Niederkorn. Et moi, je m'appelle Victoire Tuaillon. Merci pour votre écoute et à bientôt.